Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est le tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite les titres de ce mardi 16 avril. Une grande partie du début d'édition sera bien sûr consacrée à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Les flammes ont ravagé la charpente du site et sa mythique flèche. Et les pompiers des Yvelines ont été envoyés sur place à suivre les réactions des élus politiques du département, mais aussi des Yvelinois qui contribuent déjà financièrement à la reconstruction de l'édifice. L'actualité du jour, c'est aussi l'ouverture du Salon des maires d'Île-de-France. 3 jours d'échanges et de rencontres avec les partenaires des villes à la porte de la Villette à Paris. Et l'occasion de connaître les attentes des maires sur la réforme des collectivités territoriales et sur la décentralisation. Et puis c'était hier au lycée Van Gogh d'Aubergenville. Un journaliste syrien a rencontré des élèves de première. Rendez-vous dans le cadre de Renvoyé spécial, une opération mise en place par la Maison des journalistes. Et nous parlerons également tout à l'heure des 8e rencontres créatives qui se tiennent ce jeudi au Ski Cube, c'est à Guyancourt. C'est un symbole de la France dans le monde, dévasté par le feu. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un violent incendie qui s'est déclaré hier en toute fin d'après-midi. La charpente de l'édifice a été en grande partie détruite. La célèbre flèche de Notre-Dame, elle, s'est effondrée. La structure dans sa globalité serait fort heureusement sauvée. La piste accidentelle est pour le moment privilégiée par les enquêteurs. Le site qui a été en grande partie sauvegardé grâce au travail sans relâche des pompiers cette nuit. Vous voyez sur ces images tournées par les pompiers de Paris, l'un d'entre eux a été légèrement blessé, tout comme 2 policiers. En renfort pour cette opération, les pompiers des Yvelines, 35 hommes ont été envoyés à Paris, notamment du groupe d'intervention en milieu périlleux, 3 officiers et chefs de groupe également. Du matériel mobilisé, 4 fourgons incendie, 2 bras élévateurs de 46 mètres de haut que vous voyez à l'image venant des casernes de Versailles et de Magnanville, les plus hauts d'Île-de-France, des équipements qui ont eu une action déterminante dans la sauvegarde du beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Et forcément de nombreuses réactions suite à cet incendie. Les premières que nous avons collectées, c'était hier soir. Elles sont de Valérie Pécresse et de Gérard Larcher. Les 2 Yvelinois étaient à Bois d'Arcy pour le meeting de François-Xavier Bellamy, dont nous reparlerons plus tard dans cette édition. Interview enregistrée juste avant leur départ pour Paris. Écoutez. Je suis dévastée par les images absolument dramatiques que nous voyons. Cette charpente, cette flèche qui s'effondre, Notre-Dame de Paris, notre monument de cœur, notre monument français qui est en proie aux flammes. Alors je pars immédiatement à Paris avec Gérard Larcher pour me rendre au chevet du diocèse, au chevet des Français, au chevet des pompiers aussi, qui sont mobilisés pour éviter que ce drame ne tourne au drame national. Mais je crois que malheureusement il est déjà trop tard et je crois que nous allons devoir faire preuve d'une immense solidarité pour réparer ce qui est en train de se faire. Notre-Dame de Paris, c'est un symbole au XXe siècle. C'est là qu'on chante le Te Deum après la libération de Paris. Symbole dans une semaine, symbole pour les chrétiens, qui est la semaine sainte. Et le républicain que je suis ne peut qu'avoir une vraie pensée pour celles et ceux qui s'apprêtaient à célébrer la semaine sainte dans Notre-Dame de Paris. Et au-delà de tout ça, Notre-Dame, c'est plus qu'un symbole, c'est une référence. C'est quelque part sur cette île, Paris ancré sur la Seine et ancré dans son histoire et son patrimoine. Notre-Dame de Paris, un symbole pour la France, mais aussi pour le monde entier, réagit de son côté Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin en Yvelines, était au micro de Nicolas Landré et de Patrick Jacques de Dixmude ce matin depuis le Salon des maires d'Île-de-France. On franchit l'infranchissable, c'est sûr que un des plus beaux sites mondiaux. Je crois que ce qu'on peut voir, c'est d'abord l'immensité de la réaction. C'était une émotion planétaire, je dirais. On voit qu'il y a une très forte émotion des Français, une sorte de réveil de la prise de conscience de leurs racines, de leur histoire, de leur système de valeurs. Ça, oui, c'est impressionnant. D'autres réactions à vous proposer parmi les élus politiques yvelinois. Dans un communiqué, Pierre Bédier s'exprime. Le président du conseil départemental des Yvelines salue le travail des pompiers qui a permis de conserver la structure de la cathédrale. L'homme l'affirme, le département contribuera à la reconstruction de Notre-Dame qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Sur les réseaux sociaux, plusieurs réactions également. Une peine immense pour Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente à la culture au conseil départemental des Yvelines. La maire de Plaisir appelle à la mise en place de relais pour des dons dans sa ville.
Quelle douleur de voir Notre-Dame de Paris brûler, s'est exprimée la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, qui a tenu à apporter son soutien aux pompiers engagés. Et même soutien du côté de la députée de la 5e circonscription du département, Yaël Braun-Pivet. Un sentiment général qu'elle partage, immense tristesse devant les images effroyables de Notre-Dame. Fin de citation. Notre-Dame de Paris en partie détruite, et c'est aussi toute la communauté catholique qui est touchée à quelques jours de la célébration de la fête de Pâques et en pleine semaine sainte. Écoutez ces propos de l'évêque auxiliaire du diocèse de Versailles recueillis par Michael Elmidoro. Beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité aussi. Beaucoup d'émotions parce que Notre-Dame, évidemment, c'est notre patrimoine à tous et qu'on se sent tous touchés au cœur par ce qui s'est passé cette nuit à Paris. Et puis beaucoup de solidarité parce que pour nous, catholiques, on entre dans la semaine où il y a les plus grandes célébrations religieuses autour de Pâques. Et savoir que les catholiques de Paris ne pourront pas faire ces célébrations dans leur cathédrale, c'est vraiment un déchirement. On pense à eux. Ce soir, il y aura la messe chrismale à Saint-Louis, à Versailles, et on sera vraiment de tout cœur avec les Parisiens, pour lesquels d'ailleurs les cloches de Saint-Louis ont déjà sonné cette nuit. Monseigneur Aumônier a fait sonner les cloches en solidarité avec Paris. Et le diocèse de Versailles qui doit rencontrer celui de Paris pour voir de quelle manière il peut aider à la reconstruction de Notre-Dame. Toutes les cathédrales de France d'ailleurs sonneront demain leur cloche à partir de 18h50, heure du début de l'incendie, en solidarité avec l'édifice de Paris. Dernière réaction à vous proposer, celle des Yvelinois croisés ce matin au centre commercial Sud Canal à Montigny-le-Bretonneux, interrogés par Manon Varaldo et Calypso Vanier. J'ai été touchée, j'ai l'impression qu'on touchait Paris. Ça faisait un peu mal au cœur. J'ai été ému, j'ai été surpris et sachant que je connais bien le coin là-bas, j'y vais souvent avec ma famille. C'est quelque chose de tragique, mais de pas complètement négatif, je pense. Puisqu'on peut pas revenir en arrière, autant en faire quelque chose de positif et faire en sorte que ça permette aux gens de se remettre ensemble. Et c'est triste parce que c'était un beau monument, donc ça fait toujours mal au cœur de voir autant d'années d'histoire et puis c'est quand même quelque chose d'assez beau de partir en fumée comme ça d'un coup. J'étais assez choqué, surtout au moment de la chute de la flèche. J'espère qu'on aura tous les fonds nécessaires pour réaliser le plus rapidement possible la préservation et de remettre tout en état, comme c'était auparavant, pour que le monde entier, les visiteurs, puissent revenir un jour dans cette belle cathédrale. Et la solidarité a été tout de suite au rendez-vous suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris pour reconstruire la partie détruite de la cathédrale. Plusieurs fortunes françaises ont déjà annoncé des participations conséquentes à plusieurs centaines de millions d'euros. La Fondation du patrimoine, qui est en charge de la sauvegarde et de la valorisation des monuments français, a lancé une grande collecte nationale. Et les Français sont déjà au rendez-vous. Près de 4 millions d'euros à l'heure où je vous parle ont été collectés en quelques heures. Vous pouvez donner sur le site fondation-patrimoine.org. À noter également des aides des collectivités territoriales, celle par exemple de la région Île-de-France qui va débloquer 10 millions d'euros en urgence pour les premiers travaux du site, annonce de Valérie Pécresse, la présidente de la région. Et des subventions enfin de la part de certaines villes. Saint-Germain-en-Laye va apporter 20 000 euros, annonce de la municipalité sur Twitter. Un chêne de la forêt de Saint-Germain-en-Laye sera également offert pour la reconstruction de la charpente. 20 000 euros aussi pour la cathédrale. Le maire de Versailles, François de Mazières, le proposera à son prochain conseil municipal. Et j'ajoute enfin qu'un rassemblement citoyen se tiendra ce jeudi à partir de 18h devant l'hôtel de ville de Poissy. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sur les différentes réactions dans le département des Yvelines. 3 jours consacrés aux élus des communes franciliennes. Le Salon des maires d'Île-de-France 2019 a ouvert ses portes ce mardi au Paris 7 Center de la Villette, un événement organisé par l'Association des maires d'Île-de-France dans un contexte particulier pour les collectivités territoriales, alors que le président de la République doit faire des annonces suite au grand débat national. Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Un contexte particulier pour l'ouverture du Salon des maires d'Île-de-France 2019, difficultés quotidiennes des communes et crise sociale des gilets jaunes. Le président de la République doit faire des annonces suite au grand débat national et les maires franciliens ont des attentes. Il y a manifestement des réformes à faire, on ne peut pas rester avec un millefeuille territorial qui ne fait que coûter aux citoyens et dont les citoyens ne veulent plus parce qu'ils ne se reconnaissent plus. On nous annonce vraiment une anticipation de la suppression de la taxe d'habitation, beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, puisque normalement c'était pour la fin du mandat, sauf qu'on ne sait pas trop comment, financièrement, ceci va être compensé au niveau des villes. Et je crois que vraiment il faut changer de logiciel.
pour le pilotage de la France, quels que soient les mandats. C'est vrai du mandat de maire aussi. Demain, on veut des gens encore plus compétents. Avec Stéphane Baudet, maire de Évry-Courcouronnes, la commune nouvelle, et président de l'association des maires d'Île-de-France. Alors, dans quel état d'esprit sont les maires franciliens ? D'abord, ils sont toujours constructifs et combatifs. Ils ne sont pas abattus. Ils n'ont pas encore abandonné le navire. En tout cas pour une grande majorité d'entre eux. Non, on est au moment d'abord du bilan de ce mandat, puisque c'est le dernier salon avant la fin du mandat. On est aussi au bilan du grand débat et de l'affaire dite des Gilets jaunes, avec des cahiers de doléances qui ont montré une profonde défiance du peuple à l'égard notamment du pouvoir central, mais une forte demande en même temps de renforcement du pouvoir local. Et donc du coup, après avoir été vilipendés et traités de clientélistes, on voit que les maires reviennent au cœur du débat et redeviennent une nécessité dès lors qu'il s'agit de retisser le lien social avec les habitants. Donc on est dans cet état d'esprit constructif et puis pour la construction et la réinvention du modèle communal de demain. La décentralisation, elle a commencé dans les années 80, un premier acte, ensuite un second acte au début des années 2000. C'est ça. C'est le moment de l'acte 3. Oui, je crois que c'est le moment de l'acte 3. Se pose toujours la question évidemment du millefeuille institutionnel, se pose toujours la question, même si on a enlevé la clause de compétence générale aux départements et aux régions, du fait que beaucoup de collectivités font la même chose et dépensent de l'argent inutilement. On ne sait plus qui fait quoi et qui fait... voilà. Et puis de toute façon, se pose quand même la question de la relation de confiance et démocratique avec les habitants. Et ça, c'est les maires qui l'ont. Enfin, le seul élu apprécié des Français, ça reste le maire. Voilà, c'est le seul qui est encore reconnu. Si on ne renforce pas celui-là, si on ne renforce pas la collectivité locale, alors on ne réformera jamais ce pays. Présente aussi à l'ouverture de ce salon la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gouraud et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse. Chacune ont défendu leur modèle de réforme de la décentralisation. Une fois que c'est décentralisé, il faut que les collectivités territoriales au fond, prennent leurs responsabilités, c'est le mot du président de la République, jusqu'au bout des compétences. Parce que souvent, on est encore dans un système où l'État a un bout des compétences, les collectivités un autre bout, alors il faut certainement clarifier cela. Moi, je crois qu'il faut que le président de la République comprenne que les territoires et les élus sont au plus près des préoccupations des Français et qu'il faut décentraliser. On en a assez de la technostructure qui doublonne, qui complexifie, qui empêche, qui interdit. Des échanges et des rencontres avec leurs partenaires privés et publics. Les maires partagent aussi leurs expériences. Ce salon, le dernier de leur mandat avant les élections municipales de 2020. Et le scrutin des européennes, lui, approche. Élection à suivre le 26 mai prochain avec des candidats qui battent campagne dans les Yvelines. C'est le cas de François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Le philosophe et maire adjoint de Versailles tenait un meeting hier mardi au domaine de la Tremblay à Bois d'Arcy. 250 personnes environ étaient présentes pour la soirée, quelque peu modifiée en raison de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Valérie Pécresse et Gérard Larcher sont partis en tout début de réunion. Présence dans la salle des élus de la droite yvelinoise, parlementaires et conseillers régionaux, et notamment Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Écoutez François-Xavier Bellamy. C'est une joie d'être ici ce soir dans les Yvelines, d'être ici pour pouvoir partager ce moment de réflexion sur l'Europe avec Gérard Larcher, avec Valérie Pécresse, avec beaucoup de grandes figures de notre famille politique dans notre département, de pouvoir échanger avec tous les militants et de partager avec eux notre projet pour l'Europe. Un journaliste syrien à la rencontre d'élèves de première, c'était hier au lycée Van Gogh d'Aubergenville. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre de Renvoyé spécial, opération organisée par la Maison des journalistes. Cette association vient en aide aux journalistes étrangers en exil. Aurélie Ronze a assisté à cet échange. Zaher Al-Zaher a 23 ans. Photojournaliste syrien, il est arrivé en France il y a 1 an, jour pour jour. Devant 2 classes de première du lycée Van Gogh à Aubergenville, il est venu témoigner de son parcours, mais aussi de la difficulté d'exercer son métier en Syrie. Il n'y a pas d'organisme officiel. Il y a les forces fidèles au régime et la société civile, elle, est complètement livrée à elle-même et du coup, c'est l'anarchie. Journaliste engagé depuis le début de la guerre, Zaher Al-Zaher est intervenu dans le cadre de l'opération Renvoyé spécial, un dispositif organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la Maison des journalistes. Cette association, unique au monde, accueille et accompagne des professionnels de l'information contraints de fuir leur pays. La situation de la presse en Syrie est vraiment très dangereuse. Donc les journalistes, les activistes comme Zaher, qui ont documenté ce qui s'est passé en Syrie, dans leur pays,
ont donc dû frapper à un moment donné la porte à la maison des journalistes pour demander un accueil et un accompagnement. Objectif de l'opération Renvoyé spécial, sensibiliser les plus jeunes à la liberté d'expression et aux valeurs citoyennes. Quand ils parlent qu'il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture, on peut se poser la question comment ils ont fait pour survivre jusqu'à maintenant. C'était touchant, c'était intéressant et savoir ce qu'il a vécu lui-même, vraiment c'était mieux que par simplement des médias à la télé. Pour pouvoir mieux communiquer, Zahir apprend le français et l'anglais et rêve de continuer son métier de journaliste dans son pays natal. Je veux finir mes études et je veux voir la Syrie se libérer. Je ne veux plus voir de guerre. Je veux que les gens puissent revenir habiter dans leur pays, reconstruire ce qui a été détruit et tout refaire à nouveau. Depuis 2002, plus de 400 journalistes ont été pris en charge par la Maison des journalistes. Un mot d'économie avec cet événement, la 8e édition des rencontres créatives se tiennent ce jeudi au Ski Cube, c'est à Guyancourt et ce sont des réunions qui sont organisées, des événements qui sont organisés par l'association Créactive. Bonsoir Claire Vigneron. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire de cette association Créactive. Alors avant de présenter l'événement, représentons cette association qui a fêté cette année ses 15 ans. C'est une association qui regroupe des femmes entrepreneurs. Oui, tout à fait. Ça a été créé au départ en fait pour accompagner les femmes créateurs ou porteurs de projets d'entreprise qui ont aussi les bonnes compétences comme les hommes et qui sont confrontés à des problèmes que ne connaissent pas les hommes. Donc l'idée c'était ça, c'est vraiment à travers des rencontres régulières et des ateliers de donner des outils dans la bienveillance pour aider ces femmes. Et pourquoi une association justement de femmes entrepreneurs, vous en parliez, des femmes entrepreneurs qui rencontrent parfois des difficultés, qui rencontrent souvent des difficultés? Oui, déjà l'isolement. Quand on veut construire sa propre activité, on est seul. Et une des raisons, une des façons de pouvoir rompre l'isolement, c'est de rejoindre cette association pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont de l'expertise, de l'expérience et qui vont pouvoir apporter des outils pour aider ces femmes qui se posent des questions et qui n'y arrivent pas toutes seules. Il y a combien d'adhérentes aujourd'hui à Créactive? On est 150 environ. D'accord. Et vous vous rencontrez toutes les semaines? Alors on organise 4 rendez-vous dans le mois, un café qui a lieu une fois par mois où on va débattre autour d'une thématique et pour donner aussi pareil des outils à nos collègues entrepreneurs. On va organiser des ateliers le soir ou des conférences par des créatives ou par des intervenants extérieurs autour de sujets qui préoccupent tous les porteurs de projets et tous les créateurs d'entreprises. Et ces femmes, elles proviennent de différents secteurs d'activité, c'est assez différencié? C'est complètement différencié. On a pas mal de femmes qui sont dans le secteur du bien-être. Mais il y en a aussi dans le marketing, dans la communication, dans la formation. Vraiment, tous les métiers sont représentés. Avec des compétences différentes. Et vous disiez de nombreux rendez-vous organisés par l'association, dont le prochain c'est ce jeudi au Ski Cube à Guyancourt, la 8e édition des rencontres créatives. C'est quoi l'objectif de ce rendez-vous? L'objectif, c'est d'organiser des rencontres pour que les porteurs de projets ou les créateurs d'entreprises puissent rencontrer des experts, des gens qui ont une expérience, et on va leur permettre d'assister à des ateliers, à des conférences, de débattre, de poser des questions, et de pouvoir en une après-midi, une bonne demi-journée, avoir un pôle de compétences à leur disposition pour avancer dans leurs projets et pouvoir avoir des outils concrets à leur proposer. Du coup, ça veut dire que ça ne s'adresse pas que aux adhérents de Créactive, c'est plus large, c'est pour un plus large public? Ah oui, c'est pour tous les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, jeunes ou moins jeunes. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense par exemple à la formation. Aujourd'hui, il y a de nouvelles réglementations qui sont mises en vigueur par le gouvernement et qui permettent aux créateurs d'entreprises et aux entrepreneurs d'accéder à des formations auxquelles ils n'avaient pas forcément droit il y a quelques années encore. Donc, ils pourront avoir ici des informations, par exemple. Alors, chaque année, il y a un thème. Cette année, c'est l'entrepreneur face à ses choix. Pourquoi choisir ce thème? Expliquez-nous un petit peu ce thème. Parce que l'entrepreneur est toujours face à une feuille blanche et se pose toujours la question dans quelle direction il doit aller, quel choix il doit faire pour bien gérer son entreprise, pour choisir les outils dont il aura besoin pour
à faire avancer, faire croître son entreprise, avoir de bons résultats. Quelle personne il devra rencontrer pour l'aider aussi dans ses démarches. Donc la vie de l'entrepreneur, c'est un casse-tête chinois et qui est tous les jours confronté à des problématiques de choix. Et c'est un événement qui se déroulera de midi à 20h. Le programme, alors dans les grandes lignes, quels sont les temps forts de cet après-midi, du coup, de cette grande après-midi? Il y a 6 ateliers qui sont organisés, donc il y en a 2 par heure, autour de la vitalité, par exemple, choisir le choix de la vitalité sur mon lieu de travail, le choix de la formation, le choix de gérer le stress, parce que c'est une grande problématique aussi aujourd'hui, le choix du digital pour mon entreprise, et il y aura aussi des tables rondes. Donc le but, c'est qu'il y ait des questions-réponses et que ce soit interactif. D'accord. Les visiteurs ne viennent pas uniquement pour écouter, mais aussi pour interagir. Pour qu'il y ait un échange, pour y participer, il faut s'inscrire à l'avance. Oui, c'est une journée qui est gratuite, c'est un événement qui est gratuit, mais qui nécessite d'être inscrit parce qu'on a aussi une problématique de place. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent à cet événement pour rencontrer les experts. Donc il faut absolument s'inscrire en amont sur le site des Créactives, justement. Qui s'est affiché, qui s'affiche actuellement. On peut vous souhaiter quoi là pour ces 8e rencontres? Eh bien, de belles rencontres, une belle dynamique, des experts qui sont là pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous rencontrer, à rencontrer tous ces experts qui seront là à disposition. Et cette 8e rencontre créative se déroule ce jeudi 18 avril au Ski Cube à Guyancourt, et c'est de midi à 20h. Toutes les informations sur le site internet de l'association. Merci Claire Vigneron. Merci Guillaume. Secrétaire de cette association créative. Du sport à présent, c'était une première à Mantes-la-Jolie. La ville a accueilli le Mondial du golf pendant 3 jours. Plus de 100 exposants sont venus tout le week-end pour présenter leurs produits golfiques et les visiteurs ont pu les tester. Retour avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. 10 000 amateurs de golf se sont rendus ce week-end à Mantes-la-Jolie. La ville a accueilli du 12 au 14 avril un grand salon sur la petite balle blanche. Une grande première pour la commune et le département des Yvelines qui compte 26 golfs de 18 trous sur son territoire. C'est un rendez-vous de passionnés, c'est un salon communautaire autour de la passion golfique. C'est-à-dire que le but de l'événement, c'est d'immerger les passionnés dans leur secteur de passion, avec toutes les composantes de la culture golfique, avec du club, avec du chausson, de la balle, des éléments techniques comme les télémètres ou les montres connectées qui permettent de géolocaliser et de connaître la distance jusqu'au drapeau. Au total, une centaine d'exposants étaient présents pendant les 3 jours du salon. Pour séduire encore plus les golfeurs, les organisateurs ont également mis en place un practice de 120 mètres en plein air pour tester le matériel dans des conditions réelles. C'est un plus parce que les joueurs veulent essayer les clubs en plein air. Ils veulent voir la balle voler, ils veulent voir les performances avec chaque marque, donc c'est vrai que c'est vraiment très très important. Oui. Là ça souffle pas mal, donc on peut se rendre vraiment compte des trajectoires des balles et des effets. S'il y a un effet, c'est vraiment amplifié par justement le vent. Une deuxième édition est déjà programmée pour l'année prochaine à la mi-avril. L'objectif sera d'attirer encore plus de golfeurs et notamment des débutants. Et pour la fin de ce journal, c'est Mélanie Poquet qui m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, on vous emmène à travers l'histoire grâce aux objets. Pour sa nouvelle exposition, le site parle des objets de notre temps et c'est votre coup de cœur culture de la semaine, Mélanie. Oui. Pas moins de 90 objets sont rassemblés au cœur du musée, au sein de son exposition temporaire. Une plongée au cœur du XXe siècle. L'exposition débute plutôt dans les années 30, mais il y a surtout un gros focus dans les années 60, 70. Vous savez, Grégory, cette époque où les objets pullulent. Les 30 Glorieuses, c'est l'arrivée massive de la publicité, création d'objets nouveaux, mais aussi de nouveaux métiers. Durant ces années, le designer imagine toutes sortes d'objets aux formes originales, voire improbables. Et surtout, c'est une explosion de couleurs. Et c'est une exposition qui est pensée de façon thématique. Oui, alors elles sont au nombre de 4. Ces thématiques, il y a la cuisine, l'hygiène, les nouvelles technologies qui concernent principalement le salon. Vous pourrez notamment voir l'évolution des postes de télévision. Et la 4e thématique, c'est le confort. Là, il sera plutôt question des fauteuils et des sièges. Et en cette époque où on consomme beaucoup, Mélanie, c'est une exposition qui peut faire réfléchir. Eh oui. Pourquoi pas?
L'exposition apporte aussi un regard critique sur la société de consommation à travers un regard plutôt original des chansons populaires de l'époque, interprétées entre autres par Gilbert Bécaud et Serge Gainsbourg. Alors l'exposition débute dès demain, mercredi 17 avril, et vous avez jusqu'au 27 juillet pour découvrir tous ces objets et peut-être vous rendre compte que dans votre grenier se cache une pépite comme vous en aurez vu au musée de la ville. Merci Mélanie pour cette chronique et vous prendrez ma place dans quelques instants à la présentation du 7-8 Culture. Un retour notamment sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et les réactions sur le monde culturel yvelinois qui seront à suivre dans votre émission. La fin du 7-8 journal, c'est à retrouver également sur notre site internet et notre application mobile TV78. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition en direct et ce sera à partir de 18h. Belle soirée avec TV78.